Bonjour, Monsieur Gilbert Sette. Donc, Bonjour. bonjour, vous êtes professeur d'économie à l'Université d'Aix-Marseille et vous êtes un des économistes français les plus reconnus sur les questions du marché du travail et de l'emploi, des salaires et de la productivité également. Alors, vous avez rédigé notamment plusieurs ouvrages comprenant certaines propositions en faveur de l'évolution du droit social. C'est pourquoi votre expertise nous semblait tout indiquée pour éclairer certains aspects concernant notre dernier grand angle qui fait état des effets de l'économie de plateforme, de l'ubérisation en quelque sorte sur les relations d'emploi. Beaucoup de gens ont la crainte, l'angoisse même pour certains, que l'ubérisation de l'économie, ou en tout cas les changements technologiques qui aboutissent au développement des formes d'emploi médiatisées par les plateformes, eh bien, fassent disparaître l'emploi salarié au profit d'un emploi indépendant et parfois faussement indépendant, avec des travailleurs très fortement subordonnés à ces structures intermédiaires que sont les plateformes. Alors, pourquoi c'est angoissant à leurs yeux? C'est angoissant parce que, évidemment, il y a un déficit de droits et de protection entre les salariés et les travailleurs des plateformes. Et ce déficit de protection, j'y reviendrai, ne se limite pas simplement à la protection sociale, retraite, protection chômage, etc. Il concerne d'autres pans de leur activité économique, d'autres pans de leur vie professionnelle. Il faut le garder en tête. Alors pourquoi cette angoisse paraît un peu excessive et semble pour l'instant complètement démentie par les chiffres? Eh bien, tout simplement parce qu'on observe que la part de l'emploi salarié dans l'emploi total est stable, voire augmente dans 33 des 36 pays de l'OCDE. Donc, vous voyez, la proportion des emplois indépendants dans l'emploi total n'augmente pas dans 33 de ces 36 pays de l'OCDE, voire même diminue dans beaucoup d'entre eux. Et les trois pays de l'OCDE dans lesquels la part de l'emploi indépendant augmente dans l'emploi total sont les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la France. Et dans ces trois pays, on peut associer cette augmentation de l'emploi indépendant, de la part de l'emploi indépendant dans l'emploi total, à des changements réglementaires qui ont augmenté l'attrait de l'emploi indépendant. Changements réglementaires, changements fiscaux, changements de l'environnement en termes de procédures, etc. Donc, beaucoup de choses qui ont augmenté l'attractivité de l'emploi indépendant. Et en France, ça a été par exemple la création du statut de l'auto-entrepreneur et puis maintenant devenu le micro-entrepreneur. Et le micro-entrepreneur bénéficie évidemment d'avantages fiscaux et autres par rapport à l'emploi salarié, ce qui développe l'attractivité de ce type d'emploi indépendant. Donc vous voyez, en tout cas, il n'y a pas une menace généralisée de développement de l'emploi indépendant aux dépens de l'emploi salarié dans la quasi-totalité des pays de l'OCDE. Alors néanmoins, quand on regarde sous le capot, quand on regarde ce que c'est que l'emploi indépendant, on voit des mutations énormes dans l'emploi indépendant. Et l'emploi indépendant n'est plus le même maintenant, comparé à ce qu'il pouvait être avant. Et de plus en plus, on voit des emplois indépendants de deux types, soit des emplois indépendants très qualifiés, des prestataires de services, de conseils juridiques, sécurité, tout ce qu'on veut, et puis comptabilité et autres, et puis des emplois indépendants à l'extrême très peu qualifiés. Donc vous voyez, les premiers sont exercés par des personnes très formées, très qualifiées, qui utilisent beaucoup des outils de mobilité, dont la vie personnelle et la vie professionnelle, comment dirais-je, s'emboîtent assez fortement, s'interpénètrent assez fortement, dont le mode de vie et de travail, d'ailleurs, est tout à fait assimilable à celui des salariés cadres supérieurs. Mais par contre, à l'inverse, on voit des emplois indépendants peu qualifiés, pour lesquels, par contre, il y a une autonomie parfois très réduite,
Et on a en tête les travailleurs dont l'emploi est médiatisé par des plateformes comme Uber ou Didi-Domo dans la livraison et dans les VTC. Et donc, vous voyez, deux types vraiment très, très différents d'emplois. Et les questions qu'on peut se poser en termes de déficit de protection et de droits concernent évidemment plutôt la deuxième catégorie, les personnes les moins qualifiées, très fortement subordonnées à une plateforme. Les mutations de l'emploi indépendant aboutissent à cette espèce de polarisation dont, encore une fois, il ne faut pas non plus exagérer l'importance, hein. Les emplois indépendants des plateformes représentent en France au maximum, selon l'INSEE, une centaine de milliers d'emplois, c'est-à-dire 0,4% du total de l'emploi. Vous voyez, il y a une proportion très faible, mais ce n'est pas parce que cette proportion est très faible que l'on doit s'en désintéresser, parce qu'encore une fois, euh, ces travailleurs pâtissent d'un déficit de protection qui peut être choquant par rapport aux emplois salariés. Avant les auto-entrepreneurs, vous avez établi quelques constats. Quelle est leur place dans la structure de l'emploi? On en a un peu parlé juste avant en termes de quantité. Et quelle est leur place également, ou comment envisager leur place dans l'évolution des salaires depuis leur apparition, depuis les quelques années qui nous séparent de la création de ce statut? Alors, pour ces micro-entrepreneurs dont l'emploi, le travail est médiatisé par des plateformes, bon, d'abord, il n'y a pas de salaire, il y a un revenu, puisque justement, ils ne sont pas salariés. Il y a un revenu qui est faible en moyenne, faible à l'heure de travail, et qui est faible et qui n'est pas protégé, contrairement au revenu du salarié. Vous voyez, le salarié bénéficie de la protection du salaire minimum, le SMIC. En France, il n'y a rien d'équivalent pour les emplois indépendants médiatisés par les plateformes. Le salarié bénéficie de conditions de travail, de protection dans ses conditions de travail, et par exemple de durée du travail maximale, d'une amplitude maximale de sa durée du travail, et cette amplitude maximale vise à protéger sa santé au travail. Rien de tel pour le travailleur des plateformes. Et souvent, les travailleurs des plateformes sont amenés à travailler 50 heures, 60 heures, 70 heures, 80 heures pour certains. Des durées du travail extensives pour avoir des revenus suffisants. Par ailleurs, ces travailleurs ne bénéficient pas non plus des protections dont bénéficient les salariés en cas de séparation. Un salarié licencié par son chef d'entreprise pourra toujours, s'il considère que les motifs de licenciement ne sont pas légitimes, pourra toujours eh bien, aller en contentieux, par exemple au tribunal des prud'hommes. Un travailleur indépendant qui se voit déconnecté par la plateforme qui le faisait travailler, plateforme Uber, Domo ou n'importe quoi, hein, vous pouvez envisager n'importe quelle autre plateforme, eh bien ce travailleur indépendant n'a comme voie de retour que le tribunal de commerce, et le tribunal de commerce, c'est quelque chose de compliqué, il ne peut pas aller en prud'homme. Et puis enfin, puisque vous parlez d'aspect financier, l'outil de travail du salarié est financé et apporté par le chef d'entreprise, par l'entreprise. L'outil de travail du travailleur indépendant, dont l'emploi est médiatisé par une plateforme, est apporté par lui-même. Le conducteur de VTC qui travaille via Uber apporte son outil de travail, son véhicule. Et évidemment, c'est un risque financier qu'il porte lui-même, contrairement à la situation du salarié qui n'a pas apporté, vous voyez, cet équivalent en termes de rythme financier. Donc, un déséquilibre de protection qui ne s'arrête pas simplement à la protection sociale, encore une fois, retraite et protection en termes de chômage. Donc, quelque chose de fort comme déséquilibre qui, bien entendu, est choquant et amène d'ailleurs une réflexion dans de nombreux pays pour savoir comment on peut réduire ce déséquilibre de droits et de protection. Et en France, on est en ébullition et je pense d'ailleurs qu'à la fin de ce mois d'avril ou au début du mois de mai prochain, des annonces fortes seront faites qui vont amorcer
des changements pour les travailleurs des plateformes. Ceci étant dit, on ne peut pas donner une image uniquement négative de cette forme d'emploi, de l'émergence de ce type de rapport au travail. Pourquoi? Pour deux raisons au moins. La première, c'est que cette forme d'emploi indépendant, de travail indépendant, c'est parfois la seule forme d'accès à l'emploi, c'est-à-dire de mettre un pied sur le marché du travail pour certains publics. Il y a des personnes qui sont loin de l'emploi, qui auraient du mal je dirais, à accéder à l'emploi salarié et pour lesquelles ce type d'emploi indépendant est une façon d'accéder à l'emploi. Donc ça, c'est un premier mérite. On a beaucoup parlé des travailleurs du 9-3, des travailleurs du 9-5, vous voyez, qui sont surreprésentés parmi les travailleurs des plateformes. Bon, c'est une illustration de la chose. Par ailleurs, ce type d'activité a permis de contourner certaines rigidités qui existent dans de nombreux pays, dont la France. Je vais en prendre une dans le cas des VTC. Vous voyez, en France, on souffrait du fait que le transport urbain individuel était soumis au monopole des taxis. Et évidemment, c'était quelque chose de très difficile que d'envisager une réforme de la profession des taxis. Pourquoi? Bien parce que les taxis protégeaient avec une énergie énorme leur situation, leur rente, disent les économistes, et toute réforme ambitieuse faisait face au risque d'un blocage des villes volontaires des taxis qui voulaient faire céder les pouvoirs publics quand ces pouvoirs publics voulaient réformer la profession des taxis. Alors ça aboutissait à quoi? Eh bien, au fait que le transport urbain individuel était rationné dans des grandes villes, dans beaucoup de grandes villes. Était rationné. Il était très difficile, par exemple, dans une ville comme Paris, de trouver un taxi l'été. Ça bridait évidemment beaucoup d'activités, ça bridait entre autres le tourisme en France, et puis ça bridait la création d'emplois. L'émergence des VTC a permis un contournement de cette difficulté, il faut le reconnaître, et a permis donc la création d'emplois en nombre, équivalent d'ailleurs pour les VTC à celui des taxis, la création d'emplois, et puis une attractivité plus forte en termes touristiques de certaines grandes villes, dont en France, Paris. Donc vous voyez, c'est un bénéfice. On ne peut pas, je dirais, simplement dire c'est du négatif, il y a des éléments positifs, et ce qu'il faut arriver à trouver, c'est évidemment un mix qui permette de garder les avantages de l'émergence de ce type d'emploi, de ce type d'activité, tout en réduisant autant que possible les inconvénients que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le déficit de protection de ces travailleurs par rapport aux travailleurs salariés.